Fendant les eaux de l'océan Pacifique, nous naviguons le long de la cordillère des Andes, accompagnés sur notre route par des mammifères marins qui reviennent des eaux glacées et riches en plancton de l'Antarctique. Glacées, battues par les vents au sud, désertiques et torrides au nord, ces terres semblent abandonner des hommes. Il y a un peu plus d'un siècle pourtant, de grands voiliers remontaient le long de ces rivages, faisant escale au Pérou pour charger du phosphate ou conduisant les chercheurs d'or vers la Californie. Retrouvant le sillage de cette route mythique, nous allons naviguer sur plusieurs milliers de kilomètres le long du Chili, du Pérou et de l'Équateur. Avec la colonisation espagnole qui commence au début du XVIe siècle, les pays andins se couvrent d'églises, de monastères et de palais. Et pourtant, 4 siècles après la victoire du conquistador Pizarro sur Atahualpa, le roi des Incas, l'or des cathédrales n'a jamais pu faire oublier les splendeurs des temples du soleil. Partant de Santiago du Chili, nous allons rallier Quito, la capitale équatorienne, pour raconter l'histoire de cette région encore hantée par le souvenir de la plus brillante et de la plus mystérieuse civilisation qu'ait connue l'Amérique du Sud, l'Empire Inca. Santiago, la capitale du Chili, est une métropole de plus de 2 millions d'habitants. Le centre-ville a conservé le plan en damier tracé en 1540 par son fondateur, le conquistador Pedro de Valdivia. Mince bande de terre s'étirant sur plus de 4000 km du nord au sud, le Chili occupe une place singulière dans la géographie et l'histoire de l'Amérique latine. Le Chili a été depuis toujours un pays isolé, pas seulement à cause de la cordillère des Andes, mais aussi à cause du désert d'Atacama, de l'océan Pacifique et aussi à cause de l'Antarctique. Et tout cela a été déterminant pour notre peuple. Symbole de la République, le palais présidentiel de la Moneda a été au cours du XXe siècle l'enjeu des affrontements entre progressistes et conservateurs. L'épilogue tragique de cette opposition se déroule en septembre 1973 avec le bombardement du palais par l'armée et la mort du président Salvador Allende. Après la longue parenthèse de la dictature Pinochet, le Chili a renoué avec la démocratie. La vie a repris son cours sous le regard de Simón Bolívar, héros de l'indépendance des peuples d'Amérique latine. La différence entre le Chili, le Pérou et l'Équateur a des origines historiques, mais a aussi des raisons ethniques. Nous avons une origine ethnique commune que l'on puise dans les cultures précolombiennes, indiennes, comme par exemple les Incas dans le cas du Pérou, la culture chavine de Huentar, Paracas, Nazca et d'autres encore. Dans l'histoire du Chili, beaucoup d'Espagnols venus à l'époque de la conquête étaient originaires d'une même région. Il en fut de même au Pérou et en Équateur. Cependant, à partir de l'indépendance, le Chili s'est encore davantage occidentalisé au travers de l'émigration européenne. Quittant Santiago, qui s'étend dans une vallée dominée par les sommets enneigés de la cordillère, nous prenons la direction de Valparaiso, le grand port du Pacifique.
Bien plus qu'un port, Valparaiso, c'est une légende. Tissée par les récits de marins dont les voiliers jetaient l'ancre après le terrible passage du Cap Horn, la légende de Valparaiso parcourt le monde. Dans les bars du port où résonne l'accordéon, le chant des matelots se mêle à celui des immigrants, des aventuriers et des voyageurs romantiques. Avec l'ouverture du canal de Panama en 1914, les bateaux se détournent du Chili et Valparaiso s'enfonce dans un long sommeil nostalgique. Seule la marine chilienne continuera à maintenir les liens historiques de la ville avec la mer. Les témoignages de la splendeur de Valparaiso de l'époque d'avant le canal de Panama, dont l'ouverture a provoqué la baisse de l'activité portuaire, résident principalement dans l'architecture que l'on découvre en se promenant dans la ville. Valparaiso vit dans la nostalgie de l'époque où elle était plus importante que Santiago du Chili. Les habitants sont marqués par cette époque. Ils vivent dans une nostalgie permanente. Ils vivent un peu tournés vers le passé. En cela, ils ne font rien pour le développement de la ville. À la fin du XIXe siècle, l'accroissement de la population est tel que la ville part à l'assaut des collines qui dominent le port. Ces nouveaux quartiers populaires, nés de l'enchevêtrement coloré de milliers de maisons en bois, donnent aujourd'hui à la ville toute sa poésie. Il continue à être desservi par une quinzaine de funiculaires d'un autre âge, mais auxquels les habitants sont très attachés. Valparaiso, en ce début du XXIe siècle, a beaucoup changé par rapport à la ville du XIXe et du XXe siècle. On le voit surtout dans le processus de modernisation du port. Tout ce qui se faisait autrefois à main d'homme se fait maintenant avec des grues. On a donc moins besoin de main-d'œuvre qu'autrefois. Il faut imaginer Valparaiso au XIXe ou au début du XXe siècle, quand les habitants des collines descendaient vers le port pour travailler. Il y a encore de l'activité au port, mais la plupart des gens qui veulent vraiment travailler doivent se rendre à Santiago. Ceux qui restent ici occupent des activités de moindre importance. L'histoire a tourné la page. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'avenir de Valparaiso repose sans doute sur la mise en valeur de son patrimoine architectural et culturel. La ville, autrefois moteur de l'économie chilienne, vit aujourd'hui au ralenti. Loin des contraintes stressantes de la moderne Santiago, Valparaiso, fidèle à son nom, le Val du Paradis, demeure attaché à un certain art de vivre. L'heure est venue de larguer les amarres. Quittant Valparaiso, qui scintille de milliers d'étoiles accrochées aux collines, nous commençons notre grand voyage le long de la cordillère des Andes.
La météo est bonne. Cette première journée de navigation s'annonce sans problème. Pendant que les passagers font connaissance avec le confort de leur bateau, les officiers profitent de l'instant pour tester les connaissances des jeunes cadets en stage à bord. Au programme du jour, l'utilisation du sextant. Avec les équipements modernes dont dispose le Diamant, les marins n'ont naturellement plus besoin des instruments traditionnels. Pourtant, à bord, chacun se doit de les maîtriser. Sans l'aide d'un sextant ou d'une boussole, que seraient devenus les équipages des voiliers en partance pour le Cap Horn, Valparaiso ou San Francisco? Ah oui, non, c'est sûr que c'est mythique. On en reparle souvent entre nous, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont vécu, surtout dans la partie extrême de la Terre de Feu. Et c'est vrai qu'on y pense beaucoup et ouais, je crois qu'on est tous sensibles, surtout les marins, et on essaie d'ailleurs de sensibiliser nos passagers à ce qu'ont vécu les Cap-Horniers. Ouais, c'est des endroits mythiques chargés d'histoire, c'est clair. Si les Cap-Horniers ont déserté depuis longtemps les rivages de l'Amérique du Sud, les cétacés, en revanche, obéissant à l'instinct de leur espèce, empruntent depuis la nuit des temps les mêmes routes migratoires. Après avoir passé l'hiver dans les eaux chaudes des tropiques, pour y faire naître ou élever leurs petits, les baleines et les cachalots redescendent quand l'été arrive vers les eaux riches en plancton du Cap Horn ou de l'Antarctique. Bah ouais, mais il reste pas, il a joué aussi. Il changeait de direction tout le temps, il faisait comme ça. Bah, ouais. Mais il y en avait deux, non? Trois. Trois. Donc en fait, c'est assez commun en remontant les côtes du Chili et du Pérou. Donc ils suivent le courant de Humboldt. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait vu plusieurs spécimens, mais ce qui est rare, c'est de pouvoir les approcher d'aussi près en fait. D'habitude, c'est un peu comme les rorquals, le rorqual commun. Regardez, il apparaît là encore. Et c'est vrai qu'en général, il faut passer un certain temps avant de pouvoir être à une centaine de mètres. C'est exceptionnel, c'est unique, vraiment. Le Diamant a repris sa route vers le nord. Mais quelques heures plus tard, il jette l'ancre à nouveau pour une escale imprévue. Les canots pneumatiques sont mis à l'eau, il se dirige alors vers une île rocheuse, territoire protégé d'une importante colonie de lions de mer. De retour à bord, le commandant retrouve ses passagers pour la traditionnelle soirée de bienvenue. J'espère que cette escapade aux îles Pájaros cet après-midi vous a surpris et j'espère que vous avez aimé. Chin chin à tous, salut, yarmat, azdrovia. Après 1800 km et 2 jours de navigation depuis notre départ de Valparaiso, nous arrivons à Iquique.
Avec sa longue plage de sable, ses immeubles modernes et ses sportifs matinaux, Iquique ressemble à une station balnéaire. Mais dès que l'on dépasse le front de mer, on découvre une autre ville, ou plutôt un décor de ville avec sa rue parfaitement rectiligne encadrée de maisons géorgiennes aux couleurs flamboyantes. L'histoire dont l'un des épisodes s'est joué à Iquique a commencé en réalité à une quarantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, au cœur de l'un des endroits les plus arides du monde, le désert d'Atacama. L'Atacama renferme l'une des plus grandes réserves mondiales de nitrates. Utilisé déjà comme fertilisant à l'époque inca, le salpêtre, son nom le plus courant, est à l'origine vers la fin du XIXe siècle de la guerre qui oppose, pour le contrôle des réserves de l'Atacama, le Chili au Pérou et à la Bolivie. Des centaines de concessions à l'image de celle d'Humberstone voient alors le jour dans le désert. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la demande de nitrate qui entre dans la composition des explosifs provoque un véritable boom économique dans le nord du Chili. À l'image de la ruée vers l'or californien, s'ouvre une véritable ruée vers l'or blanc de l'Atacama. Près de 300 000 personnes affluent de toute l'Amérique du Sud et même de Chine pour faire fortune dans le nitrate. Pour la majorité d'entre elles, la désillusion est immense. En réaction aux terribles conditions de travail, près de 20 000 mineurs marchent avec leurs familles vers le port d'Iquique. Le 21 décembre 1907, l'armée ouvre le feu. Plus de 2000 ouvriers sont tués. Cet épisode tragique, resté longtemps dans les mémoires, est probablement à l'origine des luttes ouvrières organisées au Chili. Transporté par chemin de fer jusqu'à la mer, le salpêtre est alors chargé à bord des centaines de bateaux qui attendent au large d'Iquique. En quelques années, le petit port de pêche devient une ville prospère et extravagante. À l'époque, il y avait une grande activité sociale, une activité où se mêlaient, et c'est encore en partie vrai aujourd'hui, des familles et des nationalités différentes. Grâce au salpêtre, le port d'Iquique connut une expansion considérable. Ça s'est arrêté à l'époque de la Première Guerre mondiale, quand le salpêtre synthétique a été mis au point. La crise qui en a découlé a entraîné la fermeture des sociétés minières exploitant le salpêtre. La plupart des familles ont alors quitté la ville. Près d'un siècle après le départ du dernier clipper chargé de salpêtre, les rues d'Iquique résonnent encore des rumeurs et des rires des années folles. À cette époque, rien n'était trop beau pour les aventuriers et les barons du nitrate. Costumes made in London, champagne français et somptueuses demeures de style mauresque. Enfin, symbole ultime de la réussite et de la gloire, Iquique, comme Manaus grâce au caoutchouc, se dote d'un théâtre, dans lequel vint jouer la grande Sarah Bernard. En fin de journée, nous regagnons le diamant qui s'éloigne lentement d'Iquique. Poursuivant notre route vers le nord, nous mettons le cap sur Arica, notre prochaine escale chilienne.
Ce n'est qu'en 1880, à l'issue de la guerre du Pacifique qui oppose le Chili et le Pérou, que la ville d'Arica devient chilienne. Longtemps objet d'un différend entre les deux États, Arica est aujourd'hui une ville paisible qui tire l'essentiel de son activité de sa situation de ville frontière. Arica n'offrant guère d'autre intérêt, nous prenons la direction de l'Altiplano pour rejoindre la vallée de la Chaca, à une centaine de kilomètres du littoral. Située aux confins du désert de l'Atacama et de l'Altiplano, la région est l'une des plus arides du pays. Il n'y pleut pratiquement jamais. Au détour du chemin, nous apercevons tel un mirage une mince et longue coulée verte serpentant au milieu de la rocaille. C'est la vallée de la Chaca, au fond de laquelle se niche le village de Cotpa. L'eau de la rivière provient du lac Chungaré. Situé à 4515 mètres, c'est le lac le plus haut du monde. Cette eau, c'est un vrai miracle. Mais dès que l'on s'éloigne d'à peine quelques mètres du lit de la rivière, le désert reprend ses droits. Un enfer où seuls les morts s'aventurent. En dehors du bus qui arrive une fois par jour d'Arica, rien d'autre ne semble pouvoir déranger le calme du village. Pour les voyageurs de passage ou les ouvriers qui travaillent de temps à autre à l'entretien de la route, Felicinda tient une petite cantine. On bénéficie d'un bon climat, les gens aiment venir ici. C'est vert, c'est comme une oasis au milieu du désert. Ici, il y a de la végétation, de la fraîcheur et de l'eau. 30 familles vivent ici. Ce sont des adultes. Il y a peu d'enfants. Après l'école, ils vont à Arica pour l'université ou faire des études. Il y a très peu de jeunes ici. Les habitants de Cotpa sont agriculteurs. Certains sont vignerons et produisent le pintatani, un vin typique de la région. Mais depuis toujours, cette vallée est surtout connue pour la qualité de ses vergers. Cette propriété appartient à ma grand-mère, Julia Romero. Elle l'a achetée il y a environ 60 ans. Autrefois, cette propriété appartenait aux jésuites, aux religieux. Quand ils s'y sont installés, les terres étaient déjà cultivées depuis très longtemps par les peuples incas, parce que le climat était très bon. Grâce à lui, on produit ici des fruits bien plus sucrés que partout ailleurs.
Se quema fruta también, naranja, tangelo, guayaba. Están haciendo grabaciones para extranjeros, no sé. Une nouvelle fois, le diamant reprend la mer. Quittant Arica et le Chili, nous poursuivons notre route le long de la cordillère des Andes en direction du Pérou. Pisco, notre prochaine escale se situant à environ 1200 km plus au nord, c'est donc une nouvelle journée de navigation qui s'annonce. La météo est clémente, la croisière se déroule sans problème. À la passerelle, l'ambiance est détendue. L'officier de quart qui scrute l'horizon découvre droit devant un étonnant spectacle. Un bateau de pêche accompagné d'un hélicoptère. Le commandant stoppe alors immédiatement les machines pour permettre aux passagers d'observer le spectacle. On est au large des côtes du Pérou et donc ces seineurs qui sont à la pêche aux anchois. Ce sont des bateaux très sophistiqués. On peut remarquer sur le bleu un hélicoptère directement pour prospecter encore plus loin autour du navire dans un rayon plus large. Des navires qui sont sophistiqués au niveau du matériel de détection, sonar, radar pour détecter les oiseaux. Des bateaux très bien équipés. Des bateaux élancés aussi, vous pouvez remarquer les formes qu'ils ont. C'est des bateaux qui vont vite parce qu'il faut entourer la mâte de poissons très rapidement. Ce sont des pêches qui sont dites pélagiques, hein. Que ce soit le thon ou l'anchois, ce sont des espèces de poissons qui sont entre deux eaux, qui sont assez sélectifs quand même. Bon, il arrive évidemment que des mammifères marins soient pris dans un tel piège si conséquent, et en général l'équipage fait en sorte pour les libérer quand la seine va se retrouver le long du bord. Voilà bientôt une semaine que nous avons quitté Valparaiso. Nous sommes toujours dans l'hémisphère sud, mais progressant le long de la cordillère des Andes, nous nous approchons de la ligne de l'équateur. Pisco, notre prochaine escale, se trouve à seulement 14 degrés de latitude sud. Au petit matin,
Le diamant est amarré au quai à Pisco. Avec l'impatience des voyageurs qui, toute leur vie, ont rêvé à la simple lecture d'un nom sur une carte, nous prenons la direction d'Ica pour découvrir l'un des sites les plus mystérieux de la planète, Nazca. Mais avant de partir à la rencontre des célèbres lignes de Nazca, nous nous arrêtons quelques instants à Ica. La petite ville coloniale d'Ica, qui porte encore les marques du tremblement de terre meurtrier de 2007, possède dans son musée archéologique une magnifique collection d'objets de la civilisation Nazca. Cette civilisation, qui a vu le jour bien longtemps avant celle des Incas, autour du VIe siècle de notre ère, est surtout connue pour ses gigantesques géoglyphes. Ces traits aux formes étranges creusés dans le paysage fascinent les voyageurs autant qu'ils interrogent les archéologues. L'iconographie est composée de dessins inspirés de la mythologie ou de la nature. Selon l'époque et le moment, ils représentent des animaux, des plantes, des êtres humains ou la fameuse divinité du félin, etc. Ils nous apprennent beaucoup sur le mode de pensée et sur la vie quotidienne des anciens Nazca. Sur les céramiques, il y a beaucoup de dessins figuratifs. On retrouve une partie d'entre eux sur les plateaux de Nazca, sous forme de géoglyphes et de traces sur la terre. Il y a de nombreuses théories à propos de ces dessins. Certaines évoquent des cérémonies qui pourraient être de caractère religieux. Une autre théorie, qui pendant longtemps fut la plus répandue, explique que ces dessins faisaient partie d'un calendrier astronomique. Et il y a même une théorie extrême qui prétend qu'ils ont été faits par les extraterrestres. C'est en 1939, alors qu'il survole la région, que l'Américain Paul Kozok découvre par hasard les lignes de Nazca. Il dénombre 18 dessins tracés sur le sol, certains mesurant plus de 300 mètres, comme l'homme hibou, également surnommé l'extraterrestre. Le mystère de Nazca éclate au grand jour. Singes, araignées, oiseaux, lézards. Qui sont les auteurs de ces dessins gigantesques que l'on ne peut apercevoir que du ciel? À qui sont-ils destinés? Quelle est la signification de ces lignes obtenues au terme d'un long travail consistant à retirer une à une les pierres naturelles recouvrant le sol afin de creuser un sillon? De nombreux scientifiques, mathématiciens, astronomes, archéologues tentent d'apporter des réponses. Pour certains, ces lignes seraient des voies rituelles reliant entre eux des lieux sacrés ou des dessins offerts au seul regard des dieux. Pour d'autres, il s'agirait de calendriers astronomiques, chaque ligne correspondant aux positions de la Lune, du Soleil et des étoiles à différents moments de l'année.
Aucune de ces théories ne permettant d'expliquer à elle seule le mystère de Nazca, les hypothèses les plus folles courent toujours. Nazca serait une piste d'atterrissage destinée aux vaisseaux spatiaux extraterrestres. Quittant le mystérieux pays Nazca, nous mettons le cap sur Callao, le port de Lima, la capitale du Pérou. Le ciel bleu qui avait accompagné toute la remontée du Pacifique est désormais gonflé de nuages gris. Nous avons parcouru 3500 km depuis le départ de Valparaiso. Nous sommes désormais proches de l'équateur. Yes, we are at 1.6 miles west of buoy number 1. Okay, sir. 105. En fait, la pilotine, donc qui est l'embarcation où est le pilote, nous cherche dans la brume, puisque là, il y a moins de 50 mètres de visibilité. Donc, on lui a donné notre position, mais lui, il n'a pas de radar, proprement dit, pour pouvoir nous repérer. Ça doit être une embarcation locale. Donc là, il va nous trouver, tôt ou tard. Yeah, buenos días, Melat. Buenos días. How are you? Bienvenido al Callao. Welcome Yeah. to Callao. Good morning, good morning. Good morning. Which purse? C'est la même visibilité que là, c'est-à-dire qu'on va pas voir le quai jusqu'au moment où on va être le nez dessus. Quoi. C'est assez rare, mais bon, ça arrive. Capitán Loyola. Autant à cause de la brume que par manque de temps, nous ne verrons rien de Callao. Survolant la cordillère des Andes, nous prenons la direction de Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Au cœur de la cordillère, à 3300 mètres d'altitude, nous découvrons Cusco, le nombril du monde en langue quechua. La plus ancienne ville habitée du continent et capitale du puissant empire Inca aurait été fondée au XIIe siècle. Il y a deux théories à propos de la fondation de Cusco. L'une scientifique et l'autre légendaire. La légende parle de deux personnages, Manco Cápac et Mama Jorrio, ou Ayar dans une autre légende. Ils auraient fondé Cusco sur une de ces collines, à l'endroit où un sceptre d'or se serait enfoncé de lui-même dans le sol. Ça, c'est la légende. La réalité est différente. La réalité historique, anthropologique et archéologique. La fondation de Cusco à sa troisième période, la période quechua,
correspond à l'époque des migrations de populations dans la vallée. Ça a permis que des groupes patries ou matrilinéaires fondent une ville à l'endroit où se trouvait jusqu'alors un ensemble de petits villages. Évangélisation, métissage, soumission à de nouvelles règles sociales et familiales, la singularité culturelle inca s'est dissoute au fil des 5 siècles de la colonisation espagnole. Au-delà de la tradition vestimentaire, existe-t-il un lien entre les habitants de Cusco et les Incas fondateurs de la ville? Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain en revanche, c'est que le souvenir de l'Inca vit dans le cœur de chacun d'eux. Ils sont fiers d'être les héritiers de ce grand peuple. Les plus pauvres d'entre eux puisent même leur inspiration dans la révolte de Tupac Amaru, le dernier grand chef Inca. Commencée au XIIe siècle, la construction de la capitale inca s'est poursuivie jusqu'à l'arrivée des Espagnols en 1533. Quelques vestiges cohabitent encore avec les bâtiments coloniaux. Peu décorés, massifs et rectilignes, ces murs constitués de pierres parfaitement ajustées laissent deviner une ville à l'architecture défensive monumentale. Depuis Cusco, la capitale, l'Empire Inca va s'étendre progressivement pour atteindre en 1493, sous le règne de Huayna Capac, 3500 km de long de l'actuel Équateur jusqu'au sud du Chili. Mais au début du XVIe siècle, déchiré par des guerres fratricides, l'Empire Inca devient une proie facile. Rien ne peut le sauver, pas même la puissante forteresse de Sacsayhuamán qui domine Cusco. Quand les Espagnols arrivent ici, ils découvrent un peuple avec une organisation sociale différente. Parce que la structure pyramidale des Incas est une structure dans laquelle le niveau le plus important du pouvoir est au sommet, alors que le peuple en constitue la base. Si on coupe la tête, il est très facile de contrôler et d'absorber le peuple. L'État quechua était en pleine crise politique, avec des luttes intestines qui avaient beaucoup affaibli sa résistance. À la mort de l'Inca Huayna Capac, ses fils Atahualpa et Huáscar se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de l'Empire. Quand Atahualpa, le vainqueur, réalise la menace que représente Pizarro, il est trop tard. Avec sa poignée de cavaliers dotés d'armes à feu, il terrorise le pays. Atahualpa est fait prisonnier. La chute de Cusco, le 8 novembre 1533, marque le déclin de l'Empire Inca. Les techniques militaires des Incas étaient très primitives, mais le problème était ailleurs. Ce qui a entraîné le dépeuplement de l'Amérique du Sud, et donc du Pérou Inca, c'est l'introduction par les Espagnols de maladies inconnues qui ont décimé la population. Si les Incas avaient choisi Cusco comme capitale, Pizarro décide, une fois écrasées les dernières révoltes, de quitter la cordillère pour le bord de la mer. En 1535, il fonde Lima pour accueillir les bateaux en provenance d'Espagne. Cusco se transforme alors en une petite ville avec sa place entourée d'édifices coloniaux comme la cathédrale ou l'église de la Compañía, construite à l'emplacement de l'ancien palais de Huayna Capac, le dernier grand souverain de l'Empire Inca.
Quittant Cusco, nous suivons la route qui serpente au milieu de la vallée que la rivière Urubamba a creusée au cœur de la cordillère. Cette vallée que les habitants de la région ont surnommée El Valle Sagrado, la vallée sacrée, conduit jusqu'au village d'Ollantaytambo, qui présente l'un des exemples les mieux conservés d'urbanisme inca. C'est ici que nous allons prendre le train vers Aguascalientes, dernier village sur la route du Machu Picchu. Tout autour de la gare, des femmes en habits traditionnels quechua attendent patiemment l'arrivée du train et donc des touristes. Certains habitants sont agriculteurs, ils font du maïs, des pommes de terre. D'autres travaillent dans l'hôtellerie pour les randonnées à cheval ou comme guides touristiques. Beaucoup font le porteur sur les routes Inca. Ils travaillent presque tous dans le tourisme. Il n'y a pas d'autre travail par ici à part le tourisme et l'agriculture. Jorge Escobar, qui nous a accompagnés à Cusco, nous rejoint juste avant le départ. Le train est confortable puisque destiné aux touristes, mais il manque un peu de couleur locale. Les idées reçues ont la vie longue. Nous avions en tête un autre voyage en compagnie des habitants de la vallée dans un tortillard bondé, sentant le charbon et le pisco. Le parcours de cette ligne de chemin de fer est très accidenté, comparé à d'autres lignes dans le monde. Il y a beaucoup de courbes et de virages très serrés, et il faut donc manœuvrer avec prudence. Il ne faut pas dépasser 48 km à l'heure. Dans les courbes, que l'on aborde à moins de 30 km à l'heure, il arrive qu'on aperçoive, marchant sur le bord de la voie, des touristes allant à Machu Picchu. Et donc, régulièrement, on klaxonne. Chaque mètre parcouru au cœur de la cordillère nous rapproche davantage du plus mythique et du plus mystérieux des paysages du monde inca. Bercés par le rythme du train, nous fermons les yeux. Au bout de la nuit et de nos rêves de voyageurs, nous arriverons au pays de Huayna Capac et de Tupac Amaru, au pied du Machu Picchu.